Dans ce 33e numéro des Technos, on va encore vous parler de Microsoft. Ben oui, on est dans une période où Microsoft lance des annonces tout azimut, alors on ne se gêne pas évidemment pour relayer ces informations dans ce podcast. Et pour parler de tout ça, on a avec nous d'un côté David. Bonjour David. Bonjour. Et puis de l'autre, Sébastien. Bonjour Sébastien. Des annonces Microsoft, on y viendra bien entendu d'ici quelques instants. Mais avant cela, le traditionnel courrier des lecteurs, plutôt des auditeurs. Pas beaucoup de courriers cette semaine, bizarrement. Une remarque de la part de Bros via le site informaticien.be. On a déjà longuement parlé des femmes dans le milieu de l'IT. Sébastien, tu te rappelles, c'est toi qui avais émis cette information, puisqu'il y avait une journée mondiale dédiée donc, aux femmes dans le monde de l'IT. On a eu une longue liste de femmes qui ont marqué le milieu professionnel et on nous parle de, c'est Bros qui nous parle de Jade Raymond. Sébastien, est-ce que tu connais Jade Raymond ? Bah écoute, non, je ne connais pas Raymond Jade. C'est une Québécoise. C'est une Québécoise. Alors j'ai vu la photo, maintenant je veux bien connaître Jade. Bon, allez, on montre la photo. Voilà, quand même, hein, elle est sympa. Hein. Voilà. Et effectivement, c'est une programmeuse, apparemment. Donc, ouais. elle a bossé dans des studios de jeux vidéo. Et bon, voilà, dans les studios de jeux vidéo, honnêtement, je suis pas très attaché aux jeux vidéo. Donc... Moi non plus. Mais là, quand même, je ne suis pas. Elle a travaillé chez Ubisoft, sur Assassin's Creed, entre autres. Elle a travaillé... Enfin, là, elle a quitté son dernier employeur, apparemment, pour faire des enfants, d'après ce que j'ai pu lire. Donc, voilà, c'est des choses qui arrivent aussi. Ça détruit les rêves de tout le monde. Donc, oui, parce qu'elle a un boyfriend. Effectivement. Donc voilà, on est content d'avoir découvert Jade Raymond et Jade. On en prend bonne note. Deuxième commentaire, c'était ce jeudi après-midi sur une ancienne vidéo qui date du 23 mars. Comme quoi, vous pouvez commenter les précédents podcasts que nous vous proposons. C'est José, qui nous pose une question concernant le Mezi B4S 4K. Peux-tu nous rappeler, Seb, ce qu'est l'appareil en question ? Ouais, c'est une petite box Android qui vous permet de brancher votre Android, donc votre box sur la télé, regarder tout ce que vous voulez avec du XBMC, Kodi maintenant, et, mais aussi utiliser navigateur, Facebook, tout ce que vous avez sur votre téléphone, sur votre télé, et la rendre intelligente pour 100 balles. Alors, est-elle vraiment intelligente et quelle est sa question à ce bon José ? Alors, José, et en plus on répond franchement vite à vos questions parce qu'il est écrit sur notre document qu'il a posé la question il y a 12 minutes. Un copier-coller d'il y a 4 heures. Enfin bon, ça. Il y a 12 minutes, il me demandait si effectivement on savait sur Kodi ajouter sur cette petite boîte des add-ons, des sources, si on pouvait jouer des MP3, U, etc. etc. Mm-hmm. Alors, José, la bonne nouvelle c'est que cette boîte en tout cas elle est vendue routée, donc on peut même se promener en SSH dessus, aller rajouter tout ce qu'on veut à la main, mais il n'y a pas de problème, on peut rajouter tous les add-ons et toutes les sources qu'on veut à partir du moment où ça fonctionne sur Android, parce que tous les add-ons de XBMC/Kodi ne fonctionnent pas sur Android. Donc la majorité fonctionne, et donc ça marche très très bien. pour les M3U, j'avoue que j'ai jamais essayé, mais il n'y a pas de raison, hein, j'ai joué quelques MP3, tout tourne dessus comme n'importe quelle box Android. Donc, voilà une bonne nouvelle. Mais c'est très ouvert, c'est de base celle-là l'est et la plupart des trucs chinois le sont, c'est routé, oui. Ce qui fait que du coup certaines applications, et c'est vrai que c'est un moment de le placer, des applications comme Netflix ne vont pas accepter de fonctionner parce qu'ils disent t'as du matériel qui est trop ouvert, oui. Tu peux sauver ma vidéo, moi je veux pas travailler avec toi. Donc des Netflix, des Proximus TV pardon, et Google Play, je sais plus comment ils l'ont appelé, Google Play Film, un truc comme ça. Considère qu'on est suspect, quoi, en gros. Voilà, on est suspect, tu peux enregistrer le truc, donc tu peux pas. Ok, voilà. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions, enfin en tout cas à la question qui nous était posée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas un seul instant en commentaire de cette vidéo, que ce soit sur notre blog ou sur informaticien.be ou sur Facebook ou sur Twitter. Vous nous posez vos questions, on y répond, vous nous envoyez vos remarques, vos réflexions. Elles sont le bienvenu, évidemment. On commence tout de suite avec la lettre A, comme on a l'habitude de le faire, mais pour une fois, pas d'information Apple cette semaine. David, on passe à A comme Android du coup. Oui,
Oui, donc on avait déjà donné les dates du prochain Google I.O., donc qui aura lieu les 28 et 29 mai. Les choses se précisent un petit peu par rapport au contenu qu'on va découvrir. Donc a priori, on aurait droit à Android M, puisque après K pour KitKat, L pour Lollipop, il était logique avec nos alphabets que le prochain Android commence par un M. Et donc, on va voir la toile arriver avec un paquet de bonbons d'à travers le monde, commençant par M. Et donc terminant par M aussi, d'ailleurs. On pourrait avoir M&M's, voilà. Par exemple. Bon, c'est pas vraiment ça l'info. Mentos aussi. Voilà, donc c'est pas vraiment ça l'info. Ici, l'objectif, c'est de voir un petit peu ce que Android pourrait, donc ce que Google pourrait proposer au niveau de son nouvel Android. Et donc, on voit pas mal d'annonces pour le moment apparaître au niveau de tout ce qui est gestion vocale d'Android. Donc on y croit pas à l'effet d'annonce et à la gestion vocale, mais Google a déjà pas mal développé des choses au niveau d'Android, comme Android for Cars, dont on a déjà parlé, et donc ça pourrait être intéressant effectivement d'avoir un contrôle plus complet d'Android sans les mains. Donc à la voix. Donc voilà, c'est pour le moment les seules infos qu'on a. Ce qui me rend un peu perplexe par rapport à ça, c'est quand on voit le taux d'adoption de Lollipop aujourd'hui, principalement sur les smartphones par rapport à KitKat. Voilà, c'est un peu compliqué. Il va falloir que Google bosse encore bien sur la facilité pour les constructeurs de pouvoir pousser les mises à jour, et que les fabricants, quelque part, se bougent un tout petit peu pour nous proposer les dernières versions, puisque c'est rarement le cas, quoi. En fait, c'est un petit peu surtout ça le problème de la segmentation, c'est que les fournisseurs jouent pas le jeu. Oui, ça prend un temps fou. La mise à jour pour le OnePlus One s'est faite cette semaine, donc tu l'as faite, je l'ai faite, nous l'avons fait. Là, c'est plutôt sympa, ça fonctionne bien, on peut le dire. Voilà, ça s'est passé sans problème pour moi. 7 minutes montre en main pour la mise à jour, y compris Cyanogen 12, donc rien à dire en fait. Donc on peut passer à la suite, je pense, David. David, on reste chez toi pour parler pour passer directement à la lettre B. B comme bug. Ça, on l'a jamais fait celle-là. Un bug majeur touche l'électronique des Boeing 787 et ça c'est plutôt gênant. Oui, c'est plutôt embêtant et c'est effectivement une alerte de cette semaine de la FAA. Sur les Boeing 787, on s'est rendu compte qu'il y avait 4 systèmes indépendants. Enfin, on s'est pas rendu compte, ça a été construit comme ça. Qu'il y avait 4 systèmes indépendants de contrôle de l'électricité, donc de la fourniture d'électricité pour cet avion. Le seul problème, c'est que ces 4 systèmes indépendants sont contrôlés par une seule machine qui supervise le tout, et que c'est cette machine-là qui a un bug. D'accord. Et donc ça veut dire que c'est bien d'avoir prévu 4 systèmes indépendants, mais quand il y a un seul superviseur et que lui décide de ne pas faire son travail comme il faut, ça plante. Ouais. Et donc on s'est rendu compte que tous les 248 jours, il y avait une erreur dans ce contrôleur, et donc il y avait un risque majeur de coupure totale de l'électricité au niveau des Boeing 787. Donc, c'est juste pour un principe simple de codage, c'est que le système est codé sur 32 bits et que, à partir, s'il tourne pendant 248 jours, sans être rebooté, il fait une boucle complète et donc il bug. Donc par sécurité, il va falloir rebooter l'avion. Alors pour le moment, c'est ça qui est génial, c'est que donc la solution qui est proposée, c'est simplement allumer et éteindre, et donc ça en fera sourire certains des plus geeks, puisque il existe dans notre petit monde un adage qui dit effectivement, est-ce que vous avez testé pour d'arrêter votre machine, de relancer votre machine et de voir si ça fonctionne mieux? Oui, pour les Boeing 787, en tout cas, il va falloir, parce qu'il va falloir refaire tout le codage de ce contrôleur en 64 bits pour éviter ce petit problème d'électricité. Est-ce que, je vais poser la question à notre informaticien, Sébastien, est-ce que c'est le genre d'erreur est-ce que ça te paraît plausible d'abord, et est-ce qu'on peut passer à côté d'un truc aussi grossier? Alors, est-ce qu'on peut passer à côté d'un truc aussi grossier? Oui, sans hésiter. D'accord. Parce qu'il ne faut pas croire que les informaticiens sont des dieux plus que les autres. On fait des erreurs, on est fatigué. Et donc,
C'était la ligne de code du vendredi soir, c'est ça? Oui, non, faut s'imaginer que quand on prend certains programmes, ça représente si on prend un Chrome, juste le moteur de rendu WebKit de mémoire, on doit quand même déjà avoir au minimum 50-60 mégas de code source. Ouais. Donc c'est des millions de caractères. Il est inévitable que là-dedans, on ait quelques lignes foireuses. Alors, on fait particulièrement attention et il y a toute une série d'outils pour aider à détecter les problèmes humains de bugs pour tout ce qui est médical et ici, où ça touche la vie des gens dans tout ce qui est transport. Ouais. Mais on a vu des voitures où on peut les hacker, des voitures où on peut effectivement avoir des problèmes alors sur des cruise control. Donc, tout ça est possible. Oui. Voilà. Malheureusement, l'homme est faillible. Et la machine n'est que ce que fait l'homme. Voilà, donc l'important c'est de le dépister, de le débusquer, de le réparer en fait, avant que l'avion ne tombe, de préférence. Oui, mais il ne faut pas se faire d'illusions. Même tu peux avoir autant de systèmes en cascade que tu veux en protection. David disait ils sont pas tous indépendants, c'est pas et donc t'as qu'un seul contrôleur et en plus tu peux tomber en panne. Ouais. C'est pas parce que tu en as 4 que tu vas avoir moins de chances d'un problème. Ouais, tu pourras avoir effectivement, s'ils s'étaient tous démarrés en même temps, ouais. Tu aurais le problème sur les 4, ouais. le même vol. Ouais. Et ça ne veut pas dire que la détection de bugs qui t'envoient vers les autres vont te régler le problème. On a eu je ne sais combien de data centers, c'est arrivé, ça fait quelques mois que c'est plus arrivé, où les data centers n'ont pas réussi à se remettre en route parce qu'ils n'ont pas prévu au niveau des ingénieurs les charges qui étaient sur les groupes de secours et ça fait que c'est parti en vrille. Donc même si tu as des systèmes de sécurité, ça ne veut pas toujours dire que tu es en sécurité. Ok, c'est bien noté. Voilà, ouais. C'est pour ça que quand on parlait des voitures sans conducteur, moi je suis très curieux, mais avant d'utiliser réellement ça, je suis quand même encore un petit peu circonspect. Rebooté en tout cas. Je veux un certain contrôle humain. Ok. On passe à la suite. La lettre F, il n'y en a pas. Pas d'informations concernant Facebook, par exemple, cette semaine. C'est rien passé. Enfin, vous avez des trucs dans votre timeline, mais pas de quoi en faire ici et là. On passe directement à la lettre G, parce qu'on a mis les choses dans l'ordre cette fois-ci. C'est très bien. G comme Google. Seb, de quoi vas-tu nous parler? Parce que toujours très énigmatique dans la liste des choses que Sébastien m'envoie. Il y a toujours un certain flou. On va parler de PV, par exemple. Voilà. En fait, et on va parler d'Apple, même si on est dans les G comme Google. D'ailleurs, c'est vrai, pourquoi je l'ai foutu dans les G? Et donc on est dans les G comme Apple. C'est parfait. C'est parfait, non? Et en fait, c'est Volkswagen qui a annoncé avoir rejoint aujourd'hui un consortium, une application pour pouvoir récupérer les infos de ta voiture en temps réel sur ta petite montre. D'accord. Qui effectivement est prévue sur une Apple Watch, mais on peut très bien la laisser aussi dans les G comme Google parce que ça va aussi sur des Android Wear. Donc là, effectivement, à l'écran, on a des trucs sur des Apple, que je sache. Des Watch. Des Watch. Mais ça fonctionne aussi sur Android. Et donc, ces notifications permettent de savoir que, effectivement, tu dépasses une certaine limite de vitesse, que tu n'as pas un bon comportement au volant. Donc ça c'est très sympa, c'est des trucs dont on a déjà parlé par le passé, OBD et compagnie, sauf qu'ici tu n'as plus besoin d'aller bidouiller dans ta voiture, c'est prévu par le constructeur. Pas de bol, si vous êtes jeune, vos parents peuvent aussi demander à ce que cette application vous prévienne quand un certain conducteur dépasse certaines limites. D'accord. Donc on peut vous dire attention, là ton fils il est à 180 sur l'autoroute, il est 3h du mat, il est bourré, ça va pas bien se passer. Donc il sait pas qu'il est bourré, mais il connaît l'heure, il connaît. Oui, c'est ça, ce que j'allais dire. Il n'y a pas encore des kilotests. Ça pourrait. Oui, bien sûr. C'est pas si cher en électronique que ça. Donc voilà, c'est sympa pour le geek. Après pour le jeune, voilà, il faut assumer. Il va pas 180 avec la voiture. Il va se sentir fliqué quand même. Il va se sentir fliqué. Mais c'était une réflexion que j'avais avec Marc cette semaine parce qu'il est l'heureux propriétaire d'une nouvelle bagnole ultra informatisée avec une marque allemande qui commence par un B et termine par un W.
Voilà. Et quand on regardait ça, on se dit ça devient un paradis pour geek, ce truc, parce que tu as des capteurs dans tous les sens qui te donnent des informations, des vidéos. Tu peux voir la photo de ta voiture, enfin la vidéo de ta voiture en temps réel, comme si tu étais avec un hélicoptère 10 mètres au-dessus. Et donc ça te permet d'avoir. Donc tout ça devient ultra connecté, ultra informatisé, et ça ouvre plein de portes à des bugs, il y a des fonctionnalités qui sont géniales en même temps. Par contre, et on en parlera peut-être une autre fois parce qu'on va pas faire une demi-heure sur les voitures là-dessus, il y a des fonctionnalités aussi dans certains téléphones, MirrorLink, qui vous permettent de renvoyer l'image de votre téléphone sur le tableau de bord de votre voiture. Malheureusement, ça marche pas dans cette marque BMW, comme on disait, qui elle n'a pas décidé de faire partie du consortium en l'occurrence. Donc pas de bol, ça marche. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne verrez pas votre téléphone là-dessus. Mais il y a plein d'autres marques qui le font. Opel et c'est le fait, je crois, il me semble. En fait, ils sont très malins parce qu'ils annoncent le navigateur dans certains modèles, mais comme ils sont quand même dans un principe de restriction de coût, en fait, ce qu'ils proposent, c'est de montrer sur un écran qui est le navigateur, enfin le GPS du GSM. C'est plutôt malin. Et donc du coup, tu n'as plus besoin de mise à jour, tu n'as plus rien. Donc c'est une future perte de revenus pour les constructeurs, mais tu peux taper un Waze. Moi, je ne rêve que d'une chose, c'est d'effectivement laisser tomber ce truc dans ma bagnole, utiliser l'antenne de ma bagnole. Et par contre, je veux un Waze parce que voilà, je m'en fous de la map qui n'est pas à jour de mon constructeur. Donc c'est plutôt malin. Ça c'est le futur, c'est le futur voiture. Et du futur, on va encore parler en évoquant justement, on le disait au tout début de ce numéro, les annonces Microsoft. Nous voilà déjà la lettre M comme Microsoft. David, Windows 10, on en parle de plus en plus. C'est de plus en plus présent. Il y a de plus en plus d'informations qui filtrent depuis la semaine dernière. Cortana va nous aider à dépanner notre ordinateur. Donc c'est un peu l'ordinateur qui se dépanne tout seul, quoi, en gros. Il se dépanne pas tout à fait tout seul. En fait, Cortana, donc ça reste, donc c'est l'assistante officielle de Windows 10. La deuxième fille dans ce numéro. On a déplacé le quota de filles. Mais donc voilà, et elles sont pas mal. Oui, en plus, oui. Cortana, elle devient vraiment indispensable. Enfin voilà, ça va devenir vraiment la copine indispensable à avoir si vous êtes propriétaire de matériel Microsoft. On le sait déjà puisque ça existait déjà pour Windows Phone. Elle est capable de comprendre le langage naturel en anglais. Et donc, elle va pouvoir répondre à des questions en langage naturel pour dépanner, c'est un grand mot, mais pour vous aider à configurer ou à rajouter du matériel sur votre ordinateur. Et donc, pour nous, les geeks, entre guillemets, c'est plutôt sympa. Ça veut dire qu'on va arrêter d'avoir le coup de téléphone de maman parce qu'elle n'arrive pas à relier son imprimante. Elle va pouvoir directement poser la question à son ordinateur. Et c'est Cortana qui va lui répondre en langage. Donc, elle comprend le langage naturel et elle va pouvoir répondre en langage presque naturel en lui expliquant toutes les étapes qu'elle a pour pouvoir configurer correctement son imprimante, brancher un deuxième écran. Il y a pas mal de tests qui ont été faits. Comment est-ce qu'on peut faire du partage d'écran, des choses qui sont un peu plus touchy. Mais en termes simples, on ose imaginer, parce que si c'est comme à l'écrit, ça va être plutôt compliqué à comprendre pour Madame Michou. Ouais, non. Ici, ça va vraiment être, entre guillemets, une suite de choses à faire et à valider pour pouvoir passer à l'étape suivante, quoi. Donc, on n'est pas au système langage naturel à 100%. Elle va pas remplacer un humain, mais elle permettra de faire comprendre pas mal de choses. Microsoft s'est bien sûr fendu d'une vidéo pour démontrer que ça fonctionnait. Et c'est plutôt bluffant. Parce que, sur des activités qui avaient été bien choisies, elle a été capable tout à fait de donner les bonnes indications à une personne qui n'avait plus qu'à appliquer exactement ce que Cortana lui disait. Donc voilà, donc ça reste pour moi l'assistant personnel le plus poussé, et Microsoft ne se prive pas pour foutre une petite claque à ses concurrents pour leur rappeler qu'ils sont là et bien là avec Cortana et que a priori c'est plutôt elle qui est en haut de la liste des assistants personnels. Je voyais Sébastien pouffer dans son... Oui, alors je me demandais si ça allait pouvoir aider. Je ne sais pas pourquoi ça me faisait absolument penser à cette émission Striptease d'il y a quelques années chez nous, de ce brave gars qui mettait le CD à l'envers pour mettre le disque dur dans sa machine. Donc recherchez, ça doit exister sur YouTube ou ailleurs. Donc c'était Striptease. Informatique, vous tapez informatique Striptease, vous allez tomber dessus, sans problème.
C'est mythique et je ne sais pas si une intelligence artificielle peut aider dans ce genre de cas. Déjà, il faudrait trouver la prise. Parce que déjà, la personne humaine, elle avait du mal. C'est ça. Ça dépend de l'humain, en fait, ce genre d'information. C'est pour ça que je demandais si c'était dans un langage compréhensible du plus grand nombre, on va dire, parce que des fois, simplement expliquer ce qu'est un connecteur USB, c'est des fois, ça peut être compliqué, et je le lis sans moquerie aucune chez certaines personnes pour qui c'est tout à fait neuf, qui sont complètement novices dans le truc. Donc il va falloir être très, très dictique, hein, entre guillemets. Donc voilà. Mais enfin, la jeune fille est tellement charmante. Oui, parce que aider des geeks, ça n'a aucun intérêt. Hein. Mais non, c'est ça. C'est le geek, monsieur tout le monde. Hein. La fille, elle va te répondre, tu sais ce que c'est un connecteur USB, bah débrouille-toi. C'est ça qu'elle va te dire. En langage tout à fait naturel, évidemment. On reste dans le monde Microsoft et Windows 10, Sébastien, puisqu'il y a quand même, parmi toutes les bonnes annonces qu'on a entendues, une peut-être moins bonne annonce. Je sais pas, moi ça va pas me manquer en fait. Non, c'est vrai, moi non plus. Non, je m'en suis jamais vraiment servi. Le Media Center va disparaître, c'est ça en fait. C'est ça, le Media Center. Alors le Media Center, c'est un truc qui existe depuis qu'ils ont lancé avec Windows XP. Donc voilà, la plupart d'entre nous n'étaient même pas nés. Non. Enfin, c'est moi, oui. Presque. et à l'époque, ils ont sorti le Windows XP Media Center Edition. Tout le monde trouvait ça génial. On pouvait connecter sa télé à son ordinateur et grâce à ça, c'était le Media Center où on peut regarder, zapper de chaîne à l'autre, avoir le programme télé, regarder quelques vidéos. J'ai beaucoup essayé à l'époque, ça n'a jamais très bien fonctionné. Ça l'a donc souvent découragé. Et pourtant, l'interface était, pour l'époque, révolutionnaire. Mais total. Non, David, t'es pas d'accord? Non, je suis pas d'accord du tout. Je suis pas d'accord du tout parce que je suis un grand défenseur, moi, de software. Ouais, mais je vais te laisser terminer et puis j'argumenterai. Et donc voilà, ce truc était encore sur Windows 7, Windows 8. Microsoft a annoncé très officiellement qu'il ne sera pas sur Windows 10 et que l'équipe qui développait ça a été démantelée. Ils les ont tous abattus en 2009. Voilà, ça marchait pas. Et alors juste pour la petite info, parce que l'article sur Clubic nous le donnait, le Front Row. Alors je connais pas Front Row, mais c'était apparemment l'équivalent sur OS X. A lui aussi été abandonné, on lui a coupé la tête en 2011. Bah donc ils ont tous admis quelque part que des solutions, c'est pas leur boulot, que des solutions comme XBMC font le boulot et celui qui veut un Media Center s'achète un Media Center, en gros c'est ça. Et en même temps ils ont tous les deux sorti d'un côté son Apple TV et Microsoft qui a tout misé sur la Xbox pour tout ce qui était multimédia. Donc ils ont tous les deux dit ok le PC on va pas s'emmerder, allez jouer avec nos consoles ou nos box pour le télé, mais on va pas s'emmerder là-dessus. Ce qui est assez cohérent, en fait, quelque part. Malgré tout, il y a des défenseurs, on l'a dit. Tadam, le revoilà, le défenseur on en a un, du Media Center. Mais je suis peut-être plus défenseur aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a beaucoup de plateformes qui ont été développées comme XBMC, comme Plex, qui a maintenant une division, enfin, une partie de son software en serveur et une autre en client. Mais il faut remettre ça un petit peu à l'époque où c'est sorti. À l'époque, c'était une révolution. Voilà, c'était une révolution. Ça a permis l'explosion des box dont on parle encore aujourd'hui, de développement au niveau de la Xbox comme Media Center. Donc oui, aujourd'hui, il y a des systèmes qui fonctionnent peut-être mieux, qui sont plus performants, plus user-friendly que ce que Media Center pouvait l'être à l'époque. En Belgique, ça n'a jamais été super performant au niveau du Media Center pour la télévision parce qu'il fallait des cartes tuners qui étaient complètement improbables. On a eu l'arrivée des box type Belgacom Box ou Telenet et des choses comme ça, mais qui ont un petit peu empêché le développement de ce marché-là. Pour les gens qui ont eu des satellites et qui s'intéressaient aux satellites, il y avait des cartes satellites et MC, donc Media Center Edition Windows XP, permettait vraiment une chouette exploitation et il y avait moyen, avec un ordinateur, de concentrer la totalité dans son salon. La preuve, c'est qu'on a développé des ordinateurs spécifiques pour ça. Il y a eu des marques qui ont fait un business monstre et des cartes là-dessus. Tu parlais de satellites, des cartes d'acquisition. Je pense à Oppoge, entre autres, qui avait une carte d'acquisition satellite qui s'intégrait complètement dans le système du Media Center. Ouais. Alors, donc c'est vieillissant, c'est normal que ça meure, mais pour moi, ça n'a pas été un mauvais produit, quoi. Alors, je n'ai pas dit que c'était un mauvais produit. À l'époque, c'était une
petite révolution. Je veux dire que honnêtement, en Belgique, j'ai toujours trouvé ça très frustrant parce qu'il n'y a rien qui fonctionnait. Et même le soft, je trouvais quand même relativement lent et lourd. Mais pour le satellite, je suis désolé, on va divaguer encore un tout petit peu. À l'époque, parce qu'ici on parle quand même de 2004 pour le lancement de ce truc, il y a des outils qui existaient en dehors du monde Microsoft, des Dreambox, si tu connaissais, si tu jouais un peu avec là-dessus. Et la Dreambox était à des années-lumière de ce que pouvait proposer Microsoft. Et c'était des petites box qui tournaient sous Linux et qui étaient, pour le satellite, le geek de l'époque jouait avec une Dreambox. Je pense pas qu'il y ait encore un tel succès pour une Dreambox aujourd'hui, mais c'était du matériel exceptionnel qui vous permettait de... Oui. Bon, faut surtout d'avoir le satellite gratuit à 100%. Oui, voilà, il y avait énormément de piratage là-dessus. Du hack assez... Ouais, il y avait du hack, ça c'était vraiment le gros hack télévision, effectivement. Ah, que de bons souvenirs. Voilà. Ça au moins ce mérite-là, le fait de retirer le Media Center de Windows 10. On a pu comme ça évoquer de vieux concepts. Je vais repasser la parole à David pour terminer sur le chapitre Microsoft peut-être et le devenir de la marque Skype en Europe. Oui, c'est pas une super bonne nouvelle pour Microsoft parce qu'ils ont donc il y a une cour européenne qui vient de rendre son verdict par rapport à une opposition qui existait entre Microsoft et une société anglaise qui s'appelle Sky, et c'est pas la première fois que ces deux sociétés s'opposent, et donc Microsoft ne pourra pas sur le territoire européen déposer la marque Skype. Nous utilisons par exemple pour enregistrer, parce que la Cour européenne a défini que c'était trop proche de Sky. Attends, parce que notre ami David, je vais y arriver. Sébastien, lui, il a anticipé la fin de Sky. Ouais, c'est ça. Il a décidé qu'il allait nous quitter tout de suite. C'est un peu ça, si je comprends bien, Sébastien. C'est ça que tu essaies de nous dire. Ça fonctionne encore. C'est presque ça. Moi, je suis sur la qualité de Skype qui, quand ton headset Bluetooth se fait la malle, il se dit moi je coupe tout. Voilà. Peut-être une spécificité européenne, on ne sait pas. On va laisser terminer David. Non mais donc voilà, donc tout ça pour dire que Skype ne pourra pas être déposé et que c'est pas la première fois que Microsoft perd contre cette société Sky, puisque le changement de nom entre le SkyDrive et OneDrive, donc qui est la solution cloud de Microsoft, c'est exactement la même chose. C'est Sky qui avait déposé une plainte pour dire que SkyDrive c'était trop proche au niveau du nom et des activités possibles pour cette société de télévision anglaise. Donc voilà. Voilà, donc un truc qui va s'arranger à coups de millions, sans doute. Non, je ne pense pas parce que Microsoft avait... là, ils ont perdu, c'est clair, net et précis. Et donc, a priori, il se pourrait que Skype change de nom à un moment ou à un autre sur une évolution majeure du software. C'est plutôt ce type d'attitude que Microsoft entamerait. Ok, c'est noté. On quitte la lettre M, en tout cas comme Microsoft, on reste, suivez-moi, on reste à la lettre M comme matériel. Ça tombe bien, c'est pour David, c'est pour Sébastien, je vais y arriver. Sébastien, qui a des problèmes matériels, ça vous l'aviez noté, mais qui en plus a eu l'opportunité, pas plus tard qu'aujourd'hui, je rappelle que nous enregistrons le jeudi, de jouer avec un tout nouvel appareil, et il n'y en a pas beaucoup qui ont pu jouer avec cet appareil. Alors ce n'est pas un stéthoscope, comme on a l'impression que j'ai mis. Il a des oreillettes blanches. Pour ceux qui nous écoutent, il a mis ses oreillettes blanches et ça lui va très très bien. Magnifique. Donc pour les consultations, vous pouvez m'appeler au 0485. Donc, alors, aujourd'hui, effectivement, on a joué avec le LG G4. Donc c'est le tout nouveau smartphone qui sort de la marque LG, qui suit le LG G3, merci. Et donc on l'a eu en primeur parce qu'il sera disponible uniquement pour le grand public fin mai, la dernière semaine du mois de mai. Donc on a joué un peu avec, on a pu tester ce que valait appareil photo, application, etc. Donc le truc est très sympa. On vous en reparlera beaucoup plus longuement lundi. Oui. Mais sachez que si vous aimez le cuir, et pour ceux qui me connaissent, j'aime ça. Pour les vêtements. Oui, j'étais en train de me dire, où il va. Donc, veste et compagnie, ça va très bien. Vous aurez du cuir sur votre téléphone. Voilà. C'est assez sympa. Et donc, à découvrir lundi, suivez, si vous n'avez pas encore le cas, le podcast des Technophiles, parce que des vidéos en français, en tout cas dans l'immédiat, concernant le LG G4, il n'y en a pas beaucoup. On peut dire qu'il n'y en a pas, en gros. Que dalle. Sauf ceux de la marque, en fait. Non, parce que,
pour la petite parenthèse justement là-dessus, parce que LG aujourd'hui, le Benelux et France, etc., ne sont pas des marchés prioritaires. Voilà. Donc les Coréens ont décidé marché américain et anglais, et les autres, plus tard. Voilà. On reste dans l'univers geek, typiquement geek, Sébastien, avec une application un petit peu particulière. C'est une application /chaise. Et la chaise, je sais plus si j'avais montré une photo ou si on avait pour l'image. Ça ressemble juste à un gros tabouret. Je risque une petite vidéo. Ah, j'ai du sensible, c'est pas normal. Je risque une petite vidéo. Donc voilà, c'est un genre de truc assez immonde et c'est ergonomique, on va dire. Voilà. D'accord. Et ça répond à un problème qui est, comme la plupart d'entre nous, on reste longtemps sur nos petites chaises et on se casse le dos. Parce que voilà, c'est comme ça. Et donc ils sont partis de ce principe et donc ils ont créé ce produit qui se veut révolutionnaire pour asseoir nos petites fesses. C'est pas les premiers à faire ce genre de choses. En général, ça coûte bonbon. Pour ceux qui n'ont pas l'image, ça ressemble à s'y méprendre à un tabouret, mais qui serait en forme de selle de cheval, quoi. Voilà, ou un déambulateur. Ou en déambulateur. Tu vois. Mais design alors. Design, un joli déambulateur. Ouais. Et donc ici, la chaise est remplie de capteurs et qui permettent de savoir où est-ce que vous faites pression avec vos petites fesses sur la chaise et qui du coup il se dit votre position est plus ou moins bonne. Et donc grâce à ça renvoie de manière anonyme avec une application toutes ces infos à leur petit serveur qui vous dit bon là maintenant il est peut-être temps de lever ses petites fesses ou de mettre un peu plus de poids sur la droite ou de bouger un peu sur la gauche. Et apparemment, eux estiment que grâce à ça, ils pourront éviter pas mal de problèmes physiques aux gens. Alors, c'est quand même pas gratos. Parce qu'on annonce un prix de 379$ et c'est un truc qui est sur Indiegogo, donc c'est encore du crowdfunding. C'est pas, on n'est pas encore sur de la grande échelle. Mais je trouve l'idée sympa d'avoir une chaise intelligente, donc je me moque un peu du design parce que je veux voir mettre mes fesses dessus avant de dire que c'est confortable, parce que le design est quand même un peu original. Mais voilà, c'est pas idiot de mettre non plus un capteur sous nos fesses. Alors moi j'ai toujours remarqué parce que on en a vu des systèmes pour s'asseoir, on s'assit toujours mal, même sur une chaise classique on s'assit mal. Alors on nous a fait un espèce de truc où on s'assit sur une espèce de tabouret, tu te rappelles, avec des choses qui tiennent nos mollets. Oui c'est ça, voilà. Et puis ça a presque 20 ans ce truc. Ça a presque 20 ans. Il y a les ballons, on en voit encore. Moi j'en ai sur mon paysager. C'était pour accoucher. Il y a les ballons, on a l'impression qu'on a mangé un chewing-gum et qu'on a lâché. Enfin voilà. Donc on s'assit toujours mal. Finalement, avoir une application qui nous dit assieds-toi bien et s'asseoir bien, c'est s'asseoir comme ceci ou comme cela, c'est pas complètement idiot. Ça peut économiser pas mal de problèmes médicaux parce que quand on s'assit mal sur le long terme, ça peut faire des dégâts. C'est ça. Et alors, ici, le plus que ça, non seulement effectivement il va te dire que tu t'assieds mal, mais en plus il fait toute une série d'analyses sur base de ton âge et de ton poids. D'accord. Ce qui est impossible à faire sans l'électronique et sans les capteurs. Parce que sinon, tu devrais avoir un conseil personnalisé, ce qui est impossible à faire sur les chaises que tu avais citées. Donc voilà. Ouais. Ça, c'est peut-être bien. Enfin, je le vois pas. Enfin, moi personnellement, je sais pas ce qu'en pense David. Je le vois pas comme ça dans tous les bureaux du monde ou à domicile ou quoi que ce soit. Par contre, chez son médecin, pour montrer aux gens comment c'est bien s'asseoir, ça peut avoir ça peut être une solution. Pourquoi pas, David? Oui, je survolais en même temps que Seb donnait les explications. Donc, ce qui est impressionnant, c'est que le projet va être monté à $40,000 puisqu'il est financé. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Ils sont à 134% financés en 2 jours. Je suis perplexe sur le fait de produire le produit avec $30,000. C'est un peu sous-financé, j'ai l'impression, non? Ouais. Et je referai peut-être un hors-série spécial justement sur tous les crowdfunding qui seront parce qu'il y a pas mal d'articles qui sortent pour le moment et ça vaut la peine d'en parler sur justement tous les problèmes qui sont rencontrés puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de plateformes pour le moment. Et pour moi, c'est autant le produit me semble peut trouver son public. Autant pour avoir été un petit peu dans le monde de la production, je vois pas comment est-ce qu'ils vont pouvoir produire avec $30,000. $30,000, c'est rien. Je vois même pas comment ils vont pouvoir faire les 2 premiers prototypes. C'est bizarre. Avec cet argent-là. Donc voilà, c'est ça qui m'ennuie un petit peu. L'idée est loin d'être mauvaise.
J'ai juste un souci quant aux gens qui sont vraisemblablement derrière, puisque là, a priori, il y a 149 personnes qui ont participé. Et quand on regarde ce qui a été réclamé, puisque c'est comme ça que ça fonctionne, hein, vous avez des bundles, pour ceux qui connaissent absolument pas le principe, vous avez des bundles où vous pouvez pré-acheter le produit, et c'est ce qui permet de financer. L'achat du produit s'élève à combien, on le sait? Alors, donc il y a 11 sponsors qui ont juste donné, pour donner. Il y a 30 produits premier prix qui ont été réclamés, 58 sur 60 du deuxième step à $229. Mais moi, j'ai du mal. Ils prévoient des livraisons au mois de juin 2015. Alors, soit ils sont vraiment très très loin et le produit existe déjà. Et donc, ils voulaient juste pouvoir très vite vendre, ce qui est une possibilité aussi sur ce type de plateforme. Soit le produit n'existe pas et avec $30 000, il n'est pas prêt de sortir d'usine. Donc, affaire à suivre, et c'est vrai que c'est un sujet qui nous intéresse, et ce sera l'occasion d'en reparler effectivement. On va peut-être passer à la suite, ou alors Sébastien avait un truc à rajouter. Juste pour dire que il connaît pas l'équipe, je connais pas l'équipe non plus, mais en tout cas il y a des designers, il y a des orthopédistes, etc. Donc c'est probablement pas un truc qui a été dessiné sur le coin de table en une après-midi. Ceci dit, du moment où ils ont un proto, ils doivent aller ils doivent produire. Sur les plateformes de crowdfunding, souvent on pense que les gens partent de zéro. C'est pas toujours le cas, hein. Il y en a qui sont déjà très avancés, qui ont déjà un proto, et puis ils ont un problème pour passer à la phase de production, et c'est là que Indiegogo par exemple peut les aider et faire avancer un petit peu plus. Ça vaut la peine qu'on en parle une fois, effectivement. Mais ils ont un stress de est-ce que je dois investir les 40 000 € pour avoir le moule pour faire la pièce s'il y a 3 pelés qui me l'achètent et que je le perds? Mais c'est ça aussi. Donc, ça fait figure de stress test aussi, de l'idée. On reste chez toi, c'est pour parler de viande. De viande. Oui, enfin, de viande qui pourrait être périmée, mais qui ne l'est pas nécessairement. Une bonne idée pour remplacer la fameuse étiquette qu'on ne sait plus lire parce que c'est écrit trop petit sur les paquets de viande. Voilà, c'est ça. Et c'est des chercheurs du MIT, au grand MIT, qui ont mis au point un capteur qui, c'est très simple, hein, l'idée c'est génial, c'est plutôt que de vous baser sur la date qui est écrite sur l'emballage de la viande, ce sera sur des petits capteurs qui sont dans votre emballage, qui vous diront que la viande est moisie. Parce que ces capteurs en tout cas, ils ont mis un proto en place, ils sont capables de détecter les gaz qui sont émis par la viande en décomposition. Et donc, ils peuvent se dire, ok, voilà, il y a toute une littérature sur tout ce qu'on gaspille, etc. Et donc, c'est énorme. Ils se disent, c'est con, il y a de la viande où on met des dates de péremption sécuritaire, et il y a plein de bouffe qu'on jette et voilà, parce que les gens peuvent c'est périmé demain, ou ça l'est depuis ce matin, peut-être que, et en fait non, pas toujours. Et là on parle du steak qu'on achète au supermarché, de l'entrecôte, etc. On parle pas de la viande maturée qui, elle, c'est forcément là, le système ne va pas fonctionner. La viande maturée qui doit être réalisée par des gens qui s'y connaissent en viande. On rappelle que c'est de la viande pourrie en fait, hein, mais qui reste comme ça. Marc pourrait t'en parler, il mange ça tout le temps. Ah ben voilà. C'est peut-être que là aussi il y a un sujet à faire à l'occasion sur la maturation de la viande. Il y avait un truc à rajouter là-dessus, ou c'était juste une chouette info? Non, c'est juste une info, à voir comment ça va arriver, c'est tout. Parfait. On va repasser la parole à David pour passer déjà à la lettre T comme truc, et de parler d'une start-up belge, hein, c'est Sunrise. On a déjà parlé de Sunrise ici lors de leur dernière levée de fonds assez impressionnante. C'est ce système, cet agenda un peu évolué, enfin sur un thème un peu différent que l'agenda traditionnel. Ils ont rajouté un truc intéressant, enfin pour certains en tout cas, à leur application. Ouais, c'est surtout que depuis la dernière fois qu'on en a parlé, mais je pense qu'on l'avait cité, ils ont été rachetés par Microsoft en février. Et donc, ils ont dans leur application, donc Sunrise permet d'avoir une collection d'agendas thématiques. Donc, ça permet d'avoir les fériés, ça permet d'avoir les vacances scolaires par pays, ça permet d'avoir un tas de choses. Et ils viennent de rajouter une nouvelle collection que je trouve juste extraordinaire, qui est les programmes TV. Donc, si vous êtes fan d'une émission, vous pouvez intégrer dans votre agenda les dates et heures de diffusion
diffusion ou de rediffusion des épisodes de NCIS, si vous êtes fan d'NCIS, de Plus belle la vie, si c'est ça qui vous passionne. Et donc voilà, ils ont créé un tas d'agendas comme ça où vous pouvez choisir, émission par émission, de l'intégrer dans votre agenda Sunrise. Donc voilà, je trouvais l'idée sympa et originale. Pour moi, ça n'existait pas. Peut-être que ça existe. Je sais que ça existait par d'autres applications. Donc on pouvait avoir des applications qui nous rappelaient, mais c'était une application en dehors de l'agenda. Ici, ce qui est rigolo, c'est que c'est simplement coordonné comme un agenda supplémentaire sur lequel on s'abonne, un peu comme un Google Agenda. C'est vrai qu'il existe des applications liées à l'EPG qui donnent les programmes de télévision et qui permet aussi de placer une alarme sur telle série ou tel film pour ne pas rater les rendez-vous télévisuels. Ça existe évidemment, c'est pas lié à son agenda et donc voilà, si c'est un rendez-vous que vous avez pris avec votre télévision. C'est ça que le concept que je trouvais rigolo, c'était effectivement que c'est l'application de l'agenda qui vous rappelle d'aller devant la télé, quoi. C'est un peu ça. Je trouve pas ça con, moi. Pourquoi pas si on regarde beaucoup la télé, pourquoi pas, effectivement. Sébastien, on va parler images. Je peux juste un petit truc sur la série, parce que je sais pas si vous connaissez, je suppose que oui, en tout cas Marc et moi on est des grands fans. Il y a le site POC Design, pocdesign.co.uk/cat, qui vous permet d'avoir votre agenda custom pour vos séries. Et donc vous choisissez les séries, vous voyez toutes les séries qui sont en train d'avoir les tendances, etc., avec plein de gens qui les suivent. Il y a des millions d'utilisateurs, ce truc est extrêmement connu pour tous ceux qui aiment les séries américaines. Et effectivement, ils ont une possibilité de pouvoir sortir cela en ICS et en ICAL pour l'intégrer dans vos agendas. Malheureusement, celui-là n'est pas compatible avec le Google Calendar, mais voilà, c'est le genre de site où vous allez une fois par semaine pour voir, tiens, qu'est-ce qui sort la semaine prochaine. Est-ce que, parce qu'on là, on parle de télévision, la télévision de papa avec une diffusion linéaire. Est-ce que ça intègre aussi les séries qui sont diffusées sur des plateformes de streaming, telles Netflix, etc. Tout à fait, ça les intègre. Les premières diffusions, pas les rediffusions. Si tu veux les rediffusions, je pense que là tu es sur un autre site, c'est appguides.com, mais là le design est à vomir et il permet d'avoir ce genre d'informations et même tout l'historique. Si tu veux savoir que le premier épisode de NCIS, effectivement, comme disait David, comment est-ce qu'il a été passé, tu peux t'en souvenir et le retrouver. Ça n'a aucun intérêt, mais c'est là. Oui, parce que c'est difficile après. C'est juste, tiens, qu'est-ce que je faisais lors de la diffusion du premier épisode d'NCIS? Ah bah, je ne sais plus. Bon, j'irai voir dans mon agenda. On reste dans la lettre T comme truc, Seb, avec une info concernant quoi? C'est un nouveau type de compression d'image, si j'ai bien compris ou pas bien compris. Mais on reste dans les séries, tu vois. C'est Piper Pide. Alors, je sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder Silicon Valley. David, peut-être? Non, moi non plus. Alors c'est à regarder parce que c'est effectivement une série. Alors c'est des mini-sodes de 20 minutes. Donc voilà, ça se regarde sans fin pendant que vous mangez votre plat de nouilles à midi ou le soir au lieu de journal. C'est plus drôle. Et donc c'est un peu un truc satirique sur la Silicon Valley et tout ce qui tourne autour des startups. Donc c'est extrêmement drôle. Et ils en sont à la saison 2, donc franchement c'est récupéré en deux soirées. Et donc dans toute la première saison, il y a toute une série de gars qui développent un algorithme de compression pour des photos. Et donc on vous raconte toute l'histoire où ils essayent de créer ce truc, qui se font racheter, enfin bref. Et ce qui est génial là-dessus, c'est que il y a une société deux gars qui ont regardé la série, qui se sont dit mais c'est pas con l'idée futuriste qu'ils ont pris les deux gars là-dedans, et ils ont créé l'algo. Et donc ils ont créé on voit l'image pour ceux qui ont l'image, donc l'épisode les gars de la série, donc ça c'est l'épisode Silicon Valley, et donc ceux qui l'ont créé, c'est une femme et je sais plus comment, donc Peter Ma et Nancy Gali, donc c'est des frères et sœurs qui ont décidé de créer cet algorithme. Encore, qu'est-ce qu'il a de particulier? Parce que les algorithmes de compression d'image, on en a vu des centaines et on commence à ça sert plus, on s'en fout, hein. Enfin, sauf si on est dans le milieu comme Marc. Mais celui-ci a quelque chose de très particulier, c'est qu'il compresse toute l'image sauf les visages, parce que c'est les infos qui t'intéressent.
Et donc, tu vas avoir un beau visage sur ton paysage. Et en fait, ce qui est derrière le paysage, eh ben, il va se permettre de le compresser un peu plus fort. Et donc, ils réussissent à réduire la taille de l'image sans que tu aies l'impression d'avoir perdu en qualité, parce que ce qui t'intéresse est en bonne qualité. Avec un rendement quand même important, parce qu'il y a une démonstration justement sur la photo des acteurs, ils se sont servis de l'image pour faire la démonstration, où effectivement il y a 5 personnages de la série en question, qui sont, enfin quand on regarde l'image on ne se doute de rien, mais en fait elle pèse 2 fois moins lourd que son original. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, c'est à voir si ça aura un débouché commercial, mais je trouve que c'est génial de voir que, comme on a vu dans des Star Wars, Star Trek et compagnie, on commence à avoir des bitoniaux qui font ce qu'ils faisaient il y a 30 ans. Ben là, ici, c'est une série qui date de l'année passée, et il y a des malades qui se sont dit « Allez, on va le faire ». Si quelqu'un pouvait inventer le moyen de se télétransporter, vite fait comme ça sur le coin d'une table, bienvenue. Et là, on reparlera de crowdfunding peut-être. David, on passe à une info concernant les PCistes. Un nouveau virus a fait son apparition et il est assez destructeur, paraît-il. Ouais. C'est Rombertic, donc il faut savoir que c'est un virus qui réutilise des systèmes de fonctionnement, enfin le fonctionnement de ce qu'on a connu dans les années 90. Donc avant, les virus avaient comme objectif de détruire les machines qu'ils infectaient. Ouais. Depuis quelques années, avec Internet, on était beaucoup plus dans le fait de prendre possession de la puissance de la machine et de pouvoir utiliser cette puissance de machine. Et donc, les virus vraiment destructeurs étaient devenus de plus en plus rares. Et ici, avec l'arrivée de Rombertic, on revient un petit peu à ça, mais pas dans n'importe quelle condition. C'est-à-dire que Rombertic a un peu un mix des deux types de virus, puisqu'il va permettre dans un premier temps de prendre possession de la machine, qui est le premier objectif, copier un maximum de données et toutes les informations qui transitent par cette machine, c'est le deuxième objectif. Et si jamais un antivirus essaye de le trouver, là, il va passer à la deuxième phase, qui est la phase destruction de la machine. Et donc, il va aller détruire des fichiers clés, des fichiers système, pour saboter complètement la machine et empêcher une réparation, entre guillemets, software et rapide de cette machine. Donc, c'est un virus qui inquiète quand même pas mal toutes les sociétés de sécurité, puisqu'il est passé à travers toutes les failles, il est passé à travers toutes les protections qui existaient déjà maintenant, et pas mal de sociétés, dont Cisco, qui l'a découvert et est parvenu, entre guillemets, à l'encapsuler et à l'analyser, imagine que ce type de virus pourrait réintéresser un paquet de monde, et donc qu'on aurait dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pas mal de développement autour de ce type de virus sur les nouveaux virus. Ce qui est beaucoup plus embêtant, parce que ça laisse, en plus d'avoir eu un vol de données pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, au moment où on s'en rend compte, on terminerait quand même par la case réinstallation complète de son ordinateur, quoi. Chose qu'on n'avait quand même plus vue au niveau des virus depuis quelques années. C'est le propre virus, tout ce que tu viens de nous expliquer en même temps. On en a vu d'autres. On avait moins le côté vraiment sabotage complet de la machine. Hein. On avait l'intrusion, on avait le vol de données, oui, mais ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait plus de virus qui faisait cracher ou planter une machine. C'est ce qui a fait la réputation négative du monde PC et de Microsoft, pour ne citer que cette marque-là, sur le fait que c'était malheureusement très vite des très mauvaises nouvelles, quoi. Ça me conduit à une petite question, j'espère que la réponse sera courte. Sébastien, on parle toujours de virus qui attaquent l'ordinateur en soi, ou le serveur, ce qui reste un ordinateur. Est-ce qu'il y a des virus qui attaquent d'autres organes d'un réseau? Je pense au routeur, au firewall ou autre. Oui. Voilà, merci. Il y a des virus qui attaquent tout. Il y a des virus qui attaquent ton téléphone, il y a des virus qui attaquent des routeurs, effectivement, pour pouvoir... Parce que c'est très intéressant de rentrer dans un routeur. Et d'un point de vue matériel, je veux dire... D'un point de vue matériel, tu veux dire pour le casser ou pour rentrer? Pour rentrer dedans, pour l'empêcher de fonctionner, et pour le contrôler ou pour l'empêcher de fonctionner, le rendre, du coup, de facto, inutilisable, quoi. Oui, non, ça existe. Bien sûr.
Mais Voilà. il faut pas oublier que la plupart de ces matériels derrière, Ça reste souvent c'est des PC Linux. C'est ça, voilà, c'est des Enfin, ordinateurs c'est pas des eux-mêmes. PC, mais c'est Ouais. du Linux. Mais c'est de la, oui, ça reste de l'informatique, de toute façon. Oui. On retourne, on va chez toi, Seb, Oui. justement, pour parler de toute autre chose, mais on reste un petit peu dans l'aspect sécuritaire, mais peut-être des fois à outrance. On le sait tous, une nouvelle loi est passée en France récemment. C'est pas un Patriot Act, mais on en est quand même pas très très loin, suite aux différentes attaques informatiques qui a eu lieu sur le territoire français. On pense à l'attaque de TV5 Monde, par exemple. Cette possibilité qu'ils ont maintenant, enfin que l'obligation même qu'ont les hébergeurs de sites web à installer ce qu'on appelle une boîte noire qui est censée quelque part fliquer les hébergeurs et les gens hébergés. En gros, je dis pas de bêtises. Oui, et tout ce qui est moteur de recherche. C'est ça. Parce qu'ils ont surtout envie de savoir quand tu veux chercher comment créer une bombe. Ouais, c'est ça. Comme Quand ça. on tape des mots-clés genre bombe, Voilà. bombe. Bombe, voilà. Ou bon. Bombe, ou grosse bombe. Ouais, ou grosse boum, babaoum. Voilà. Ou comment fabriquer une bombe, ou comment rejoindre Al-Qaïda. Voilà, ouais, c'est ça. C'est drôle. Et faire des Et donc, effectivement, tu mets les deux sujets d'un coup. C'est que cette loi a été signée à une écrasante majorité. Voilà, donc c'est pas drôle. En fait. Enfin, ceci dit, il n'y avait pas grand monde dans l'hémicycle non plus pour voter, paraît-il. Mais bon. Ça, j'ai pas vu les photos, je n'y étais pas, mais donc il y a 438 pour, 86 contre et 42 abstenus, donc c'est quand même une écrasante majorité Oui, dans bien les sûr. chiffres. Ouais. Pour cette loi, donc voilà, malheureusement pour la France, donc c'est mal barré pour nos voisins. C'est pas la première fois qu'ils ont des textes liberticides. Voilà, celui-ci est quand même encore un des plus forts en son genre. Et donc ça plaît pas à tous nos amis français, c'est quand même logique. Et donc il y a un internaute qui ne donne pas son nom, parce qu'il va certainement sinon se prendre Il va y avoir quelques soucis, oui. quelques CRS. Hein. Et il propose sur le site boîtenoirekiller.com un script que des webmasters ou vous, simples visiteurs, pouvez soit visiter, soit donc insérer dans votre site. Et donc il propose rajoute juste ce petit JavaScript, et tous les visiteurs qui viendront sur ton site vont faire des recherches sur Google, vont aller sur des sites djihadistes, vont demander comment fabriquer des bombes, et il y aura tellement de faux positifs. C'est ça, ils vont possible. saturer les lanceurs d'alerte numériques, en gros, avec des requêtes qui n'en sont pas, quoi. Ils veulent faire un DOS indirect de la boîte noire en disant nous sommes tous des terroristes. Bon, je pense que c'est plus ici un coup de gueule que réellement une opération qui va fonctionner. Quoique c'est assez drôle parce que ce principe de rajouter un JS qui fait un DOS, parce que c'est un peu le principe, tous les visiteurs du site sur lequel on aura installé ce JS vont faire le DOS. C'est ce que les Chinois ont utilisé il n'y a pas tellement longtemps, on en a parlé dans quelques... Il y a quelques podcasts pour faire tomber des GitHub et compagnie. Ils avaient mis ça sur Baidu, et donc tous ceux qui faisaient une recherche Baidu tuaient des sites. Mais ici, c'est un peu le même principe. Donc il ne faut pas beaucoup de sites pour tuer ce genre de principe. Mais voilà, je ne compterai pas là-dessus pour que la loi... changer la loi, ça c'est clair. Boîtenoirekiller.com, c'est l'adresse qui génère d'ailleurs des recherches, ils le disent, quand on va sur cette page, ça lance ce petit script que l'on peut par ailleurs installer sur son... donc il faut que je le fasse. Les CRS sont en route. Voilà. Monsieur, c'était une blague. Donc voilà, c'était le coup de gueule, on va l'appeler comme ça, le coup de gueule de la semaine. Niveau sécurité, moi j'avais encore une info, je ne sais pas si vous l'avez vue, elle est d'aujourd'hui, c'est Edward Snowden qui a encore fait une révélation concernant les activités de la NSA qui, d'après ce qu'il explique en tout cas, la NSA serait capable depuis 2005 de retranscrire de la voix en texte écrit. On parlait là tout à l'heure de langage naturel avec David. Si c'est vrai, c'est fort quand même. Ça se fait depuis les Ernaud et No Speed depuis longtemps quand même. Ernaud et No Speed, c'est une boîte qui a fait faillite. Oui, et alors, petit exclu, vous savez qui y travaillait à l'époque ? Notre brave autre podcasteur, Marc, qui est passé il y a très longtemps. En même temps qu'Edward Snowden. Ah non, c'est pas ça. Oui, non. Mais avant qu'il fasse faillite. Mais avant Bien avant. C'est pas sa faute.
On l'imagine bien. Quoi qu'il, voilà, c'était une petite énième info supplémentaire concernant cet aspect sécuritaire dont on a déjà beaucoup parlé ici et à mon avis on aura encore l'occasion d'en reparler. Je vous rappelle le rendez-vous important de la semaine prochaine, c'est lundi, on vous proposera un hors-série particulier concernant le LG G4. N'hésitez pas à commenter ce hors-série comme ce numéro 33 d'ailleurs, ou tout autre numéro, même loin dans le passé. N'hésitez pas à aller regarder les anciennes vidéos ou télécharger les anciens sons via iTunes ou toute autre plateforme comme vous le désirez. Merci beaucoup David pour ce 33e numéro. Merci également à Sébastien. On se retrouvera bien entendu la semaine prochaine de toute façon avec un numéro 34. Passez une bonne semaine. À très bientôt. Au revoir.